juridique et institutionnelle de l'élection présidentielle de 2025. À l'approche de cette échéance électorale décisive, il est impératif de comprendre les mécanismes qui régissent cette élection et d'évaluer les défis auxquels nous pourrions faire face. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir M. Anangama Trizoa. Il est juriste et il est le secrétaire exécutif de la Commission électorale et application numérique du PPACI. M. Trizoa, bonjour. Bonjour, M. Lobo. Alors, tout de suite, nous allons fixer le contexte et le cadre juridique de l'élection présidentielle de 2025. Il faut préciser que l'élection présidentielle de 2025 est fixée par la Constitution. C'est à l'approche de l'élection, le président de la République va fixer à travers un décret les modalités devant servir à l'organisation de cette élection. La loi de 2022, 886 du 23 novembre 2022, est faite pour maintenir le RHDP au pouvoir, concrètement. Je vous prends l'article 1 de cette loi, oui. La loi électorale de 2022. On précise que à la fin du mandat des membres de la commission centrale de la CEI, s'il y a une élection qui se projette dans les 12 mois qui suivent la fin de leur mandat est automatiquement prorogé pour qu'ils puissent organiser ces élections. Mais nous vous disons que nous n'avons pas confiance en cette CEI. Et je vais dire, par les bienfaits de la Providence, ces membres de la commission électorale arrivent à la fin de leur mandat et vous décidez de les proroger. On n'est pas d'accord, mais ils ont la majorité mécanique à l'Assemblée nationale. C'est temps, si vous voyez, tous les partis de l'opposition se bougent, tous les partis de l'opposition dénoncent cette CEI. La société civile en fait de même. De l'extérieur, les voix s'élèvent pour dire que cette CEI n'est pas bonne. D'accord. Donc, nous allons voir avec vous le rôle, les missions, le fonctionnement de la CEI et en comprendre quels sont les points d'ombre qui suscitent le mécontentement des partis politiques. La CEI a pour mission, à travers son article 2, la loi électorale à travers son article 2, de gérer le fichier électoral, d'établir la liste électorale et de faire la mise à jour annuelle, je précise, article 2 de la loi électorale, la mise à jour annuelle de la liste électorale. C'est ce qui est en train d'être fait? Ce n'est pas ce qui se fait. Qu'est-ce qui se fait? Le 19, il y aura, comment on appelle ça, une révision de la liste électorale. Exact. C'est tant mieux. Mais la loi dit une révision annuelle de la liste électorale. Nous étions à une rencontre avec la CEI. Le président de la CEI nous a rétorqué sur ce problème justement de révision annuelle de la liste électorale qu'il fallait appliquer la loi intelligemment. D'accord. Mais moi je me tonne et je m'offusque. Ah, donc il faut appliquer la loi intelligemment. Mais quid de l'intelligence de l'application de la loi quand il s'agit du cas Laurent Gbagbo? Alors quand il s'agit du cas Laurent Gbagbo, on applique la loi stricto sensu, d'après le président de la CEI. Vous parlez là de l'inscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Il nous a dit que ce n'est pas de son fait, c'est la loi, qu'il appliquait la loi, point barre. Maintenant, concernant la révision de la liste électorale annuelle, il trouve que cette révision ne doit pas avoir lieu annuellement parce qu'il n'y a pas d'affluence. Mais le rôle du président de la CEI, ce n'est pas de venir juger de l'affluence des Ivoiriens par rapport à la révision de la liste électorale. Ce n'est pas son rôle. C'est la loi et nous l'appliquons purement et simplement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, son application intelligente de la loi est à géométrie variable. Quand ça arrange lui et ses mandants, c'est une application intelligente. Mais quand ça ne nous arrange pas, c'est une application stricto sensu de la loi. Voilà l'article 4 de la loi de 2001 qui fonde la CEI précise que la CEI peut utiliser n'importe laquelle des autorités administratives en Côte d'Ivoire pour avoir ce qu'elle souhaite avoir pour établir une liste électorale crédible. Mais dans les faits, ce n'est pas ce qui est. Nous avons décelé pas moins de 4844 centenaires sur la liste électorale. On nous a rétorqué que c'est des erreurs des agents enrôleurs. C'est eux qui le disent. Nous avons recensé plus d'1 millier de personnes qui sont décédées sur la liste électorale. On nous a rétorqué qu'il fallait avoir d'abord le certificat de décès avant de proclamer quelqu'un décédé. Mais nous sommes désolés. La CEI a un budget.
Un budget qui lui permet normalement... Vous avez une idée du budget que la CEI... Officiellement, on nous parle de 57 milliards. Dis donc. Voilà. Par mandat, par an. Quand vous avez un tel budget, vous ne pouvez pas vous permettre de venir faire un travail approximatif. On ne peut pas accepter ça. Des gens qui sont de notoriété publique décédés. Je prends l'exemple de feu Bernard Blindadi, qui se retrouve sur la liste électorale. Et la CEI dit que ce n'est pas de son fait parce que la famille du défunt n'a pas apporté la preuve de son décès. Mais attendez, ce n'est pas sérieux. Nous disons que cette CEI-là ne fait pas son travail. Cette CEI, en temps opportun, normalement, elle devait sensibiliser les Ivoiriens jusque dans les hameaux les plus reculés. Mais aucune sensibilisation n'est faite. C'est nous, partis politiques, organisations de la société civile, qui allons sur le terrain, alors que vous savez très bien que nous n'avons pas de budget. Alors comment vous faites pour pouvoir sensibiliser vos militants? Mais justement, c'est la volonté. C'est la volonté. Le PPACI est un parti qui est né dans l'adversité. Le PPACI est d'abord le parti du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, c'est un monsieur qui a décidé d'aller contre vent et marée dans la direction des sensibilités, d'aider le peuple à aller de l'avant. Et donc, nous suivons ces traces et nous avons avancé. Également, tout le territoire national est vraiment visité par le PPACI pour justement demander aux parents d'aller se faire enrôler. Qu'est-ce que la CEI fait? Elle organise des beaux spectacles dans les amphithéâtres à l'université. Elle va en Espagne, aux États-Unis, en France, en Allemagne, aller porter la bonne nouvelle à une population qui ne représente rien dans l'électorat ivoirien. Quand je dis rien, ça dit que c'est pas le maximum. Alors, qu'est-ce que vous proposez par rapport à ce... Mais on demande à ce que la CEI fasse son travail. Oui. La sensibilisation fait partie des attributions de la CEI. C'est sa mission première. Si aujourd'hui, les Ivoiriens ne s'enrôlent pas sur la liste électorale, mais le président de la CEI doit se poser la bonne question. La bonne question, ce n'est pas les politiques. C'est pas les politiques, ce n'est pas la société civile. C'est parce que l'organe en charge des élections en Côte d'Ivoire n'inspire pas confiance. C'est le véritable problème. Si l'organe inspire confiance, vous verrez tout le monde venir s'inscrire. Les jeunes, ils n'attendent que ça. Mais quand on dit élection, et qu'avant même les élections, un des cadres de la scène politique ivoirienne est disqualifié en la personne du président Laurent Gbagbo, parce qu'on ne veut pas l'inscrire sur la liste électorale. Et un autre, vraiment, un autre qui vient de eux-mêmes, leur escarcelle, en la personne de Soro Guillaume, du Premier ministre Soro Guillaume, est écarté du jeu électoral. Mais vous voulez que les gens pensent à quoi par rapport à cette élection? Quand vous avez quelqu'un qui a fait ses 2 mandats constitutionnels, qui est venu faire un coup d'état constitutionnel pour avoir un 3e mandat, et qui aujourd'hui a l'intention de briguer un 4e mandat, mais ça ne peut pas inspirer confiance aux Ivoiriens. Voici des faits. Et ça, nous disons que s'il y a problème, c'est parce que le jeu électoral ivoirien a en lui-même les germes de son autodestruction. Donc si je vous comprends bien, déjà, l'opération de révision de la liste électorale part sur des fausses bases. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Parce que si on part sur une base qui est fausse, ce qui veut dire que la liste électorale qu'on va obtenir, elle sera truffée d'erreurs. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Monsieur Lobo, vous projetez un peu même trop loin. Mais la liste électorale qui est là, elle est plus que mauvaise. Nous, au PPACI, on a un organe qui est chargé de surveiller la fraude électorale. Cet organe, c'est les sentinelles anti-fraude électorale. SAFE, dirigé par Maître Abiba Touré. Mais cet organe a fait un travail remarquable. Et quel est le résultat de cet organe? Vous avez 2 094 759 personnes qui sont sur la liste électorale et qui ne respectent pas les critères de l'article 7 du Code électoral. Lequel l'article 7 dit que pour être sur la liste électorale, il faut avoir votre nom et prénom, votre date de naissance inscrit sur la liste électorale. Il faut avoir le nom de vos pères et mères inscrits sur la liste électorale. L'enrôlement pour la liste électorale, il est individuel. Deuxième chose, l'article 6 de la loi électorale précise de la même manière que l'article 2 de la loi qui a fondé la CEI en 2001, la loi du 9 octobre 2001, précise que la révision de la liste électorale est annuelle. Mais d'où vient-il que le président de la CEI s'autorise, s'arroge le droit
de dénier la révision de la liste électorale sous prétexte qu'il n'y a pas d'affluence. Vous comprenez qu'à la limite, on marche sur la tête. D'accord. Ça, c'est les actes que pose la CEI. Maintenant, parlons de la CEI elle-même, au niveau de sa composition. Ouais. Est-ce qu'il y a un problème? La composition de la CEI, elle est plus que problématique. Vous savez, en 2014, il y a une organisation de la société civile ivoirienne, APDH, qui a posé le problème de la composition de la CEI. L'APDH a esté devant une juridiction supranationale, en l'occurrence la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dans sa décision rendue en 2016, a fait injonction à l'État de Côte d'Ivoire de recomposer la CEI actuelle parce qu'elle ne répondait pas, la CEI de l'époque, parce qu'elle ne répondait pas aux normes internationales. La nouvelle constitution de 2016, précisément du 8 novembre 2016, nous précise que le président de la République a maintenant la possibilité d'être le président d'un parti politique. À l'intérieur de la commission centrale actuelle, le président de la République a encore un représentant. Alors qu'il ne devait pas en avoir. Bon, si on s'en tient à l'esprit. D'accord. Si on s'en tient à l'esprit. Mais quand on s'en tient à la lettre. À la lettre, bon, c'est la loi. On va dire que c'est la loi. Mais à l'esprit, il ne peut pas avoir parce que c'est fait un double jeu. Vous comprenez? Je comprends. Il est à l'intérieur de la CEI, c'est quelqu'un qui est notoirement connu comme étant un des caciques du régime RHDP. En la personne de M. Souroukone. Mais quand vous avez un monsieur qui a été maire RHDP pendant si longtemps et qui depuis 2011 est arrivé à la CEI, mais bien entendu, nous on ne le considère pas comme un arbitre. Il est là pour représenter le RHDP à l'intérieur de la machine. Le RHDP officiellement a 4 représentants à l'intérieur de la CEI. C'est-à-dire le RHDP et ses alliés. Ils sont 4. Quand vous ajoutez le représentant du chef de l'État, qui est en réalité un cacique du RHDP, mais vous avez les 5 au même titre que l'opposition. Ajoutez à cela le représentant du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un représentant du ministère de l'Intérieur? Le secrétaire, je vous précise que la CEI, en dehors de la commission centrale, a un secrétariat général qui existe en arrière-base, mais qui est composé d'administrateurs chevronnés. Mais le ministère de l'Intérieur, il est là-bas, normalement. Il n'a pas besoin d'être encore à l'intérieur. J'en arrive maintenant à la cerise sur le gâteau. Le président de la CEI, qui c'est? Le président de la CEI, depuis déjà 2006, c'est un magistrat, on le sait. Et depuis 2006, il était le chef de cabinet du ministre de la Justice, qui est lui-même, M. Kone Mamadou, qui est lui-même père à son âme, qui est lui-même issu de la rébellion armée qui a endeuillé les populations ivoiriennes. Mais retenez que c'est la veille de la prise de fonction de la nouvelle CEI que M. Koulibaly Kubière a démissionné, la veille, a démissionné du secrétariat général du Conseil constitutionnel. Il arrive et comme par enchantement, c'est lui qui devient le président de la CEI. Mais comprenez, allez-y comprendre quelque chose. Il est en mission commandée. D'accord. Il est en mission commandée et ce qu'il fait, c'est purement et simplement ses ordres de mission qu'il reçoit et qu'il exécute. Donc, à vous entendre, la CEI est partisane. L'opposition à la CEI est censée avoir 5 représentants. Mais à l'intérieur de la CEI, quels sont les membres de l'opposition? Vous avez le parti du défunt Cambran Apia. Qu'est-ce que ça vous dit en tant qu'opposant? Est-ce que ce parti a déjà mené des activités? Bon, je ne suis pas en train de les critiquer. C'est ça. Mais nous parlons de représenter l'ensemble des Ivoiriens. Pour pouvoir être à la CEI, il faut être capable d'avoir des bases sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce que c'est le cas de ce parti? J'en doute. Deuxièmement, vous avez un groupement de partis qui comprend le parti de Lagou Henriette. Et il y a le parti aussi du sieur Doumbia Major. Ce groupement de partis, réellement, est-ce qu'il est représentatif sur l'ensemble du territoire national? Je me pose la question. Mais c'est ces 2 partis, ces 2 groupements qui se sont retrouvés comme partis d'opposition choisis par le gouvernement Ouattara pour être membres de la CEI. Mais nous sommes ici, un opposant, il s'oppose, comme on le dit, de façon triviale. Mais ces 2 partis, ces 2 groupements ne se sont jamais opposés au pouvoir en place.
En tout cas, nous n'avons pas souvenance. D'accord. Donc, nous sommes un peu surpris quand on dit que nous sommes 5 à la CEI. Mais en réalité, nous ne sommes que 3. 3, mais c'est en griffe. Parce qu'il ne faut pas oublier que le FPI, en son temps, était le partenaire du RHDP. La chaîne qui manque, c'est la société civile. Oui. La société civile. La société civile est composée de plusieurs structures. Mais la société civile qui siège à la CEI a été désignée, c'est-à-dire de façon intuitive personnalisée par le RHDP. D'accord. Il n'y a pas eu de consultation. C'est eux qui ont choisi de sortir de leur chapeau les structures qui devaient appartenir à la CEI. Pour vous faire comprendre un peu ce qu'il en est. Mais comprenez que nous avons notre suspicion est légitime. Oui, mais d'accord, mais est-ce que les membres de la société civile, est-ce que ces membres-là se plaignent du choix qui a été fait? Est-ce que ces sociétés civiles qui sont à l'intérieur de la CEI ne font pas le travail des organisations de la société civile? Bon, ça, on va laisser les organisations de la société civile s'en plaindre. Oui. Mais moi, je fais le constat. Oui, c'est que ça n'a pas été une approche inclusive pour désigner les membres de la société civile qui doivent appartenir à la CEI. Mais néanmoins, voilà. Le PPACI... Je note que le parti qui a esté en justice, et sinon la société civile qui a esté en justice contre le pouvoir, ne figure pas à l'intérieur de la société civile. Pour des critères qui leur sont propres. C'est ce que je note. Et puis j'avance. Vous me demandez maintenant pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes alors que nous sommes membres de la CEI. Vous êtes membre. Mais je vous ai expliqué. Ils étaient déjà 7. Plus les 2 membres de l'opposition qui ne sont pas vraiment de l'opposition, que je classe avec eux, ils deviennent 9. Vous comprenez? Ils deviennent 9. Il y a 18 membres à l'intérieur de la CEI. Une société civile que eux-mêmes ont choisi avec les 6 représentants de la société civile. Ça se répercute où? Ça se répercute dans les commissions électorales locales. Donc, ils ont 99% des présidents des CEI locales qui sont issus du RHDP. Comment vous expliquez ça? Le jeu électoral aurait au moins souhaité que... C'est vrai qu'on dit toujours que ce n'est pas les agents de la CEI qui font les élections, justement, mais au moins, si ce n'est pas le cas, pourquoi ils se battent pour avoir 99% dans les CEI locales? Posons-nous la bonne question. Pourquoi? C'est la commission centrale qui se répercute sur les commissions électorales locales. Donc le problème, il réside dans cet état de fait. Donc quand nous parlons des problèmes de la composition, ce n'est pas un problème fortuit. Oui. Le problème est important parce que c'est lui qui détermine la poursuite des élections sur le terrain. Le sachant, on aurait pu comprendre que le PPACI décide de claquer la porte de la CEI. Mais vous dénoncez et vous êtes à l'intérieur. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais justement, c'est quelque chose qui n'est pas bon en politique. Et nous l'avons si bien compris qu'aujourd'hui, contre vents et marées, nous avons décidé de rester à l'intérieur du système pour changer le système. Alors, quelle réforme que vous proposez pour changer cette CEI? Parce que bientôt, en 2025, on va aux élections présidentielles. Nous proposons simplement une recomposition de la commission électorale. Il faut que cette commission électorale soit recomposée. Comment? Et aille dans le sens de respecter les normes internationales. Premièrement, en suspendant les fonctions de représentant du président de la République et du représentant du ministre de l'Intérieur, qui n'en valent pas la peine. Deuxièmement, en laissant l'opposition elle-même désigner ses représentants. En laissant la société civile elle-même désigner ses représentants, comme l'a souhaité la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dans sa décision en 2016. Voilà ce que nous souhaitons. Nous souhaitons un audit de la liste électorale. Pourquoi nous parlons d'audit de la liste électorale? Pourquoi vous parlez d'audit? Est-ce qu'on a même le temps? En 2025, c'est... On peut faire un audit. C'est la reconstitution de la liste électorale selon l'article 13 du Code électoral qui va être un peu plus difficile. Parce que pour ce que nous avons aujourd'hui, la liste électorale mérite d'être reconstituée, c'est-à-dire d'être totalement refondée. Vous comprenez? Parce que les problèmes sont multiples et très graves. Premièrement, l'organe qui est chargé de confectionner nos cartes nationales d'identité, en l'occurrence l'ONESI, a déclaré pas moins de 4 scandales de fraude sur la nationalité ivoirienne. Ce n'est pas nous, c'est l'organe, l'ONESI qui le dit. Deuxièmement, les structures internationales chargées de la migration, en l'occurrence l'OIM,
Frontex, qui est l'agence des gardes-côtes européenne, l'OCDE, dénoncent pas moins d'une vingtaine de milliers d'Ivoiriens qui sont entrés frauduleusement sur le territoire européen avec la nationalité ivoirienne. On ajoute à cela 2 94 759 personnes qui sont sur la liste électorale sans respecter les critères de l'article 7 du Code électoral, qui sont des critères pour moi cruciaux. Et ça, vous avez plus de 4 844 personnes qui sont des centenaires sur notre liste électorale. C'est pour vous dire que la liste électorale qui est là, elle est défectueuse. Il faut la changer, il faut la déchirer. Normalement, si on avait le temps, il fallait la reconstituer comme le stipule l'article 13 du Code électoral. Comme on ne peut pas la reconstituer. Et comme on ne peut pas la reconstituer, il faut aller à un audit. Un audit. On fait l'audit de façon nationale, en demandant à toutes les forces vives de la nation de se retrouver, de faire des propositions. Et puis on essaie d'éliminer étape par étape en confrontant les différentes données. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, vous avez des organismes internationaux chargés de faire l'audit qui existent. C'est des structures qui existent. L'audit a été fait au Burkina, l'audit international. Au Mali, ça a été un audit national. En Guinée, ça a été aussi un audit international. Les résultats sont là. Oui, mais on peut vous dire, par exemple, que si on n'a pas d'argent, les pays... mais c'est ce que je dis, quand on a de l'argent, quand on peut se permettre d'envoyer des missions dans des pays qui n'ont pas beaucoup de population ivoirienne, qui n'ont pas beaucoup d'électeurs, pour faire des missions et puis revenir, mais on a de l'argent. Quand on a un budget de 57 milliards, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ça coûte quoi un audit international? Je dis... Après l'audit de la liste électorale, quelle autre réforme vous envisagez? Pour nous, aujourd'hui, le découpage électoral il est mauvais. Le découpage électoral sérieux se fonde sur le critère démographique, qui est le critère le plus important partout dans le monde. Mais vous ne pouvez pas... Il faut tout répondre. Est-ce qu'on a le temps Est-ce qu'on a le temps matériel pour pouvoir faire tout ça avant d'aller aux élections présidentielles de 2025? Merci. Il y a une seule voie pour résoudre ces problèmes, c'est le dialogue inclusif. Dès lors que les principaux acteurs du processus électoral ivoirien se seront assis autour d'une table avec des thèmes de référence qu'ils se seront entendus pour mettre en place, mais la solution va sortir. La solution va sortir. Aujourd'hui encore, il ne faut pas dire que vous allez à une élection présidentielle en 2025 et puis vous allez exclure le président Laurent Gbagbo du jeu électoral. Ce n'est pas possible. Ce monsieur a fait plus de 9 ans de détention illégale à la CPI. Ce monsieur est rentré en ayant été acquitté, blanchi de tous les crimes dont il avait été accusé. Ce monsieur est revenu et le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, qui réunit en son sein des paysans, des ménagères, des professeurs d'université, des chauffeurs, des apprentis BACA, vraiment toutes les couches socio-professionnelles de la Côte d'Ivoire. Les gens se sont réunis à une convention et ont décidé de lui donner le droit d'être leur candidat. Il faut réfléchir un peu quand on parle. La Côte d'Ivoire appartient à tous. L'objectif du PPACI, c'est d'aller à des élections inclusives. Le meilleur des candidats gagnera l'élection. Ce n'est pas nous qui disons que nous avons le meilleur bilan. Mais quand on a un bilan inattaquable, pourquoi est-ce qu'on veut disqualifier un candidat? Je me pose la question. Nous avons une chose importante en commun, c'est la paix. Tous les Ivoiriens veulent aller dans le sens de la paix, mais il n'y aura pas de dommages. Le seul hic dans notre affaire, c'est que des gens trouvent un malin plaisir à pérenniser le faux et la fraude. Il faut que ça cesse définitivement. Il faut que le président de la République des Ivoiriens soit le président que les Ivoiriens auront choisi, une bonne fois pour toutes. Le débat a mis en lumière les défis actuels ainsi que les propositions de réformes nécessaires pour garantir des élections transparentes, inclusives et démocratiques. Alors que nous nous approchons de cette échéance cruciale, il est essentiel que les citoyens, les partis politiques et les institutions travaillent ensemble pour renforcer la confiance dans le processus électoral. Restez avec nous pour d'autres analyses approfondies sur les questions politiques qui façonnent l'avenir de notre pays. À très bientôt. L'opération de la révision de la liste électorale, nous venons d'écouter ici un entretien exclusif
le SGA Anangama Olivier. Il nous a édifiés. Mais nous en sortons ici avec une énième accusation contre le régime du RHDP, mais contre la CEI qui devrait être impartiale. C'est triste et c'est triste. Nous, Africains, si nous ne voulions pas, c'est à cause de notre politique. Et ça me fait d'ailleurs de la peine de voir que notre jeunesse ne s'intéresse pas assez à la politique, parce qu'elle pense qu'on peut avoir une situation différente sans passer par la case de la politique. Et nous sommes toujours en train de comprendre que c'était faux quand nous sommes face à l'adversité ou alors à l'injustice. C'est la politique qui régit tout dans un pays. Tout, c'est la politique qui régit tout dans un pays. Et c'est grâce à vous-même qu'un État peut avancer. Parce que l'État, c'est nous. C'est par nos cotisations sociales ou même nos paiements de nos impôts. C'est à cause de ça que quelque chose tourne. C'est à cause de ça que l'État a l'alliance. C'est à cause de ça que l'État fonctionne. Nous ne pouvons donc pas nous comporter comme si de rien n'était. Nous devons nous intéresser impérativement à la politique parce que c'est elle qui change les conditions de vie dans un pays. Dans des pays bien développés, nous voyons comme l'Arabie Saoudite, comment les richesses sont dispatchées. Comment les richesses sont repartagées à la population. Quand c'est bien partagé, on s'en fout que le président fasse 1000 ans. Parce que nous gagnons toute notre pétence quotidienne. On n'a même pas à partir voir s'il fait bien ou s'il fait mal. Est-ce que vous comprenez, cher la Chine? Ici, Alassane Ouattara, aux yeux de tous, un violeur de la Constitution. La CEI, aux yeux de tous, fraude comme il n'est pas permis. Et nous avons un petit groupe de personnes qui veut combattre contre ça et une autre panoplie de personnes qui dit qu'elle n'est pas intéressée par ça. Mais nous sommes intéressés par quoi sur les réseaux sociaux? Par des buzz à n'en point fini. Honnêtement, qu'est-ce que nous c'est les musiques qu'on écoute là? Viviane, Djeneba. Ça nous sert à quoi réellement, chers amis? À quoi ça sert toutes ces musiques pour lesquelles on se bat, on se dit ceci? Pour moi, ça me déçoit de voir que la population est plus concentrée à donner les 10 millions, les 5 millions, les 4 millions, les 2 millions en nu à 24 heures. Mais allez vous inscrire en 24 heures dans la liste électorale. En 24 heures, 2 millions de personnes peuvent donc s'inscrire dans la liste électorale. Si 2 millions de personnes peuvent donner... Regardez le cas du Cameroun. Les Camerounais sont fiers de mener un combat par rapport à Malox. Ils viennent, ils mettent les vues, 1 million, 2 millions, 3 millions. Viviane a fait ceci, Viviane a fait ceci. Mais ils n'ont pas la capacité de faire la même mobilisation pour chasser un homme qui gouverne depuis plus de 40 ans. Sans partage. Et 40 ans, on vous parle là du temps qu'il a fait au pouvoir en tant que président. Mais le temps qu'il a fait dans l'administration, en passant par le premier ministère, en finissant président, mais on vous parle de plus de 60 ans. 60 ans, c'est l'arrière-grand-père des gens. Et au lieu de vous mobiliser pour faire tomber ce genre d'individus, vous vous mobilisez pour que les musiques puissent avoir des vues, pour que c'est ainsi. Non, ce sont des mauvais combats. Et de l'autre côté, vous allez voir toute la Côte d'Ivoire qui se mobilise pour donner à des Bordeaux les millions de vues. Ouais, c'est beau, il faut que des Bordeaux changent, il faut qu'ils se fassent une carrière, il faut que ça, c'est important, on a besoin de ça pour s'épanouir dans la vie, on a compris. Même si vous pouvez vous mobiliser 10 millions pour aller faire mon rôle là, devenir quelqu'un là, donc on peut se mobiliser 10 millions pour aller sur la liste électorale. Mais il faut arrêter les gars, il faut arrêter. Ça veut dire que la capacité de la mobilisation ne nous manque pas. C'est la volonté qui nous manque. Et nous avons donc les dirigeants que nous méritons. Parce que c'est nous qui décidons de les laisser. Parce que quand nous voulons soutenir une cause, comme les causes comme cette musique qui ne nous rapporte rien. Parce que oui, il faut le dire clairement, un artiste qui fait sa carrière, c'est pour lui personnellement. Ça ne nous apporte ni rien du tout. Rien du tout, c'est lui, c'est sa carrière, il reçu. Mais le bien commun, c'est le combat politique que nous menons. Parce que quand nous gagnons un véritable combat, tout le peuple peut en bénéficier si le dirigeant que nous avons choisi se bat pour les intérêts du peuple. Mais l'artiste, qu'il réussisse ou pas, même quand il prend les Grammy Awards, même qu'il prend tout ça, en quoi ça impacte vraiment la vie des citoyens? Même le football que nous regardons, en quoi ce football nous impacte souvent? Ça peut donner la joie, on peut même perdre les paris, il faut te jouer, mais en quoi ça nous rapporte quelque chose de vrai? Non, les gars, intéressez-vous à la politique. Les élections sont en 2025, à 11 mois, il faut donc faire quelque chose. Et quand il n'y a pas des élections en Côte d'Ivoire en 11 mois, c'est pareil les élections au Cameroun en 11 mois. La jeunesse camerounaise devra plutôt se mobiliser à comment faire partie de M. Paul Biya. Parce que son cas, Paul Biya, c'est encore pire que le cas d'Alassane Ouattara, c'est le moment de le dire. Il n'est pas un exemple dans la politique. Il n'a rien fait de mieux qu'Alassane Ouattara. Le seul problème, c'est que lui n'a pas d'opposants. Et Ouattara a quand même les opposants. Et donc, qui va se battre? Qui va lutter contre Biya s'il n'a même pas d'opposants? Il faut déjà qu'il ait des opposants. Mais qui est son opposant au Cameroun? C'est la question que je pose. Répondez-moi en commentaire si vous savez. La team du ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.